Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur le plateau de votre émission Face à vous. Au menu pour les prochaines 90 minutes, analyse, décryptage, revue de presse et commentaires autour d'une actualité majeure. Nous parlerons principalement ce soir de meurtre, d'inculpation et de loi, car nul n'est censé ignorer la loi. C'est donc aujourd'hui que nous allons parler de l'assassinat de Martinez Zogo. Et pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec des panélistes que vous allez découvrir juste derrière. À tout de suite. Merci de nous retrouver, chers téléspectateurs. Alors, à ma gauche, nous avons Maître Chéou. Maître, bonsoir. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je suis honoré d'être parmi vous et bonsoir à mes compagnons. Merci de nous d'avoir accepté cette invitation. Alors, votre rôle principal sur ce plateau sera de nous situer sur la loi par rapport à cette affaire qui concerne Martinez Zogo. Et à côté de vous, nous avons celle qu'on ne présente plus, Madame Henriette Ekwe, journaliste et militante politique qui représente donc la société civile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Eva. Et à ma droite, Amandine Bonny. Amandine est journaliste et représentante et chef du département digital chez Dash Media. Bonsoir. Bonsoir Eva. Et merci d'avoir accepté de nous faire une revue de la presse ce soir autour de cette actualité. Et juste à côté de vous, nous avons Charles Elisan qui est communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce débat. Alors ce soir, assassinat de Martinez Zogo, un crime pas comme les autres. Pourquoi, d'après vous, Madame Henriette Ekwe? Un crime pas comme les autres, il y en a eu beaucoup quand même. Hein. Mais celui-là a remué l'opinion, d'abord parce que c'est un journaliste et que ce journaliste avait une audience formidable au Cameroun, notamment à Yaoundé. Et ce journaliste s'était fait un devoir de dénoncer des détournements ou de la corruption. C'est un facteur très très dangereux pour la presse, pour les journalistes. Donc c'est pour ça que ce qui lui est arrivé a ému toute la profession. Et nous suivons beaucoup cette actualité. Ce que je peux dire, c'est qu'au fond, aujourd'hui, on ne sait pas qui a assassiné, qui a tué Martinez Zogo. Et tout ce qu'on nous a présenté, ça tourne autour de la complicité, de violence, de torture, mais ça ne nous dit pas qui est l'auteur de cet acte odieux. Charles Eli Zang, assassinat de Martinez Zogo, un crime pas comme les autres. Pourquoi, d'après vous? D'abord, par la qualité du crime. Oui. Lorsqu'on découvre le corps mutilé de Martinez Zogo et après l'autopsie qui a été faite à l'hôpital central, on se rend compte qu'il a subi des sévices corporels terribles. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, c'est le dossier sur lequel il travaillait. Il avait 2 jours avant saisi le président de la République pour lui présenter des éléments accablants qui étaient d'une exactitude terrible et qui mettaient en cause beaucoup de membres de la République. Ça voulait simplement dire qu'il avait accès à une source d'information fiable. Très fiable. Troisièmement, ceux qui sont aujourd'hui, entre guillemets, supposés l'avoir tué, entre guillemets, il a fait de mise en cause. Ceux qui sont été les inculpés, bien sûr. Quand on parle quand même de la DGRE, il s'agit quand même du service de contre-espionnage camerounais, qui a suivi, filé, torturé un Camerounais. Et quand on voit la sortie du président de la République par 2 fois, par le secrétaire général de la présidence, et qui demande qu'il y ait injonction des procédures. Et la sortie du ministre de la Communication également. Au niveau de la police et de la gendarmerie, et le ministre de la Communication qui fait aussi 2 sorties, sans oublier le ramdam diplomatique avec Reporters sans frontières, TV5 Monde, RFI et tout. Alors Martinez Zogo n'est pas un crime comme les autres. Assassinat de Martinez Zogo, la même question, je vous la pose, Amandine Bonny. Un crime pas comme les autres, pourquoi d'après vous? Pas comme les autres parce que c'est un journaliste. Et que c'est un journaliste d'investigation qui n'hésitait pas à dénoncer de manière, on va dire, claire, de manière virulente, oui, tout ce qu'il y avait comme méfait ou tout ce qui se tramait comme petit complot, qu'il soit financier ou autre, dans sa radio, Amplitude FM. Un crime pas comme les autres parce que ce crime a fait bouger les choses. Comme on le disait la dernière fois,
On a eu beaucoup de décès, beaucoup de cas de torture et d'intimidation, mais l'assassinat de Martinez Zogo a quand même fait bouger le gouvernement. On a le président de la République qui a sorti un décret, qui a intimé l'ordre de mener des enquêtes. Une commission mixte qui a été créée pour pour résoudre cette affaire. Donc oui, le cas de Martinez Zogo, peut-être mort en martyr, pourquoi pas, pour que les prochaines fois, les choses ne se passent plus de la même façon. Rien que ces faits-là font de ce crime, cet assassinat, un crime pas comme les autres. Pardon pour la redondance. Alors, Maître Chéo, est-ce que vous partagez les différents avis sur ce plateau? Un crime pas comme les autres? Un crime pas comme les autres. C'est vrai que je suis du même égregore que tout le monde ici. Un crime, c'est vrai qu'il n'y a pas de crime inférieur et crime supérieur. Tout être humain, au regard de notre constitution, a une valeur sacrée. Mais il faut dire quand même qu'ils se sont... la mort, l'assassinat, l'homicide, je dirais également, de Martinez, c'est le gardien de la démocratie, ça il faut le dire. Parce que le journaliste, c'est la voix des sans-voix. Vous savez, Martinez avait une particularité, c'est que, Mme Boni l'a dit tout à l'heure, il l'évoquait avec une certaine véhémence, certains faits de la société, avec une certaine amplitude, je le dirais, pour faire une certaine figure ici avec la radio dans laquelle il officiait. Et il faut le dire que ça créait beaucoup d'embouteillages dans l'esprit des gens. Et ces dernières années, il s'était carrément fait, il était devenu un journaliste d'investigation et de dénonciation. Ce que j'appelle normalement les lanceurs d'alerte officiels, parce qu'il faut savoir que sa mort a quand même fait beaucoup de remous, notamment dans le cadre de la procédure. Vous avez évoqué le cas de processuel particulier dans l'enquête, mais il faut également dire, je suis du même égregore que Mme Boni, c'est qu'il a une nouvelle vision. Je trouve que les médias classiques ont retrouvé de la graine, ça veut dire la bonne information maintenant revient aux canaux traditionnels de la communication que sont la radio et la télévision. Nous rendons hommage... La presse aussi. Oui, la presse, bien évidemment. Merci, j'avais oublié. Charles Élysand, plusieurs personnes placées sous mandat de dépôt dans le cadre de ce crime crapuleux, satisfaisant ou douteux au vu des procédures? Je voudrais d'abord dire à M. Chou que je ne suis pas d'accord avec lui sur le rôle qu'a joué les médias dans cette affaire. On a aussi eu beaucoup de fake. Beaucoup de fake. Où, lors de la sortie des trois de ses confrères, Maître Charles Tchunga, Maître Boni et Maître Calvin Diop, ils ont tous fustigé un certain journalisme qui avait dénoncé des choses, dit des choses que leurs clients n'avaient pas dit. Donc, la presse a félicité, il y a aussi une presse qu'il faut retenir. Mais c'est de quoi je parle. Est-ce que vous ne parlez pas là de la presse de Facebook? Parce que Facebook, c'est pas un média. Le son Facebook, la presse qu'on connaît nous tous. Les presses traditionnelles. Il y a carrément un journaliste qui a dit dans une émission de haute audience que le colonel Soué, par exemple, aurait demandé à ce que l'État lui assure sécurité avec sa famille parce qu'il avait des choses à dire, ce qui était carrément faux. Les mêmes journalistes, vos confrères, ont dit qu'il y a des ministres qui ont été cités. Et là, les mêmes confrères de Maître Chou sont venus dire qu'aucun ministre n'a été cité. Donc, autant il y a une certaine presse qui a fait un travail formidable, autant il y en a qui étaient dans les buzz. D'accord, revenons à la question, satisfaisant ou douteux, les différentes inculpations? Je suis satisfait parce que là, on est passé des arrestations aux inculpations. Oui. C'est-à-dire, là, je sais qu'il y a une procédure qui est en cours. Et en tant que Camerounais assoiffé de justice, que la procédure aille jusqu'au bout, qu'il y ait des condamnations. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que ce que nous avons suivi, des griefs qui sont reprochés à ceux qui ont été mis en cause, est-ce que c'est vrai? Moi, j'estime que non. C'est encore un autre fait qu'on nous sert. Parce qu'on nous parle de quoi? De poursuite, de filature, de tentative d'aide, aide à torture, tout ça. On ne parle pas d'assassinat. Il y a un problème. Or, par contre, il y a assassinat. Il y a assassinat. Je pense que Maître va nous éclairer là-dessus. Madame Henriette Ekwe, plusieurs personnes placées sous mandat de dépôt, satisfaisant ou douteux? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les mandats de dépôt? On dirait que la montagne a accouché d'une souris. Parce que cette longue procédure qui a eu lieu, et pour finir, on dit que non, ils sont suspectés de complicité, de torture, des choses comme ça. Et finalement, l'assassinat de Martinez Zogo disparaît en quelque sorte. Ce que je trouve bizarre tout de même, c'est qu'on a entrepris cette procédure. On dit qu'il y a eu beaucoup de fake. Oui, mais les journalistes, je l'ai dit toujours, les journalistes vont se rapprocher d'un dossier.
C'est leur job d'essayer d'avoir des informations. Ce que les avocats ne vont pas dire, on cherchera par tous les moyens à avoir l'info. Et évidemment, ça peut donner lieu à des fake news, ça peut donner lieu à beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que l'opinion est encore sur sa fin. Et l'opinion a des doutes sur le fait que la procédure puisse aboutir un jour à ce qu'on nous dise qui a tué. De toute façon, à partir du moment où on a torturé quelqu'un violemment, on l'a déjà tué. Quand on dit non, on l'a laissé là, il n'était pas mort. Mais il était dans quel état? Tout ce qu'on lui a fait subir comme sévice, c'était un mort vivant qu'ils sont allés jeter. Donc on va voir si les choses vont aboutir et si on va avoir le fin mot de l'histoire de l'assassinat de Martinez. Maître Chéhou, 26 jours de détention au secrétariat d'État à la Défense, abusif ou réglementaire selon la loi? Alors, déjà, il faut savoir quels sont les actes qui ont été posés. La particularité dans cette affaire, c'est qu'on fait des commentaires, mais nous sommes un peu dans la prestidigitation, parce qu'on n'a pas tous les éléments du dossier de procédure. Il faut savoir autre chose, c'est que les avocats qui sont dans le dossier, si c'est abusif, ils vont certainement l'attaquer. Je connais les poids qui sont dans le dossier, je prends seulement le cas de Maître Bouni, avec qui je suis généralement très proche. S'il y a des illégalités, il va attaquer. Maintenant, il faut voir, quand on prolonge, est-ce que la prolongation est dans le cadre de la garde à vue ou on peut être dans le cadre de l'inculpation? Ça, il faut savoir. Il y a le transfert de la procédure qui est passé des enquêteurs au tribunal militaire. Donc, il y a beaucoup de mélange et tout. Nous, de l'extérieur, qui ne connaissons pas le dossier, on ne peut pas avoir une analyse précise. Mais si on avait l'analyse précise, déjà, tout dit 26 jours, ce n'est que la garde à vue. Une garde à vue, je prends un cas normal. Dans une procédure simple, là, vous êtes interdit de garder à vue. Si vous êtes gardé à vue dans une unité de police de gendarmerie 26 jours, c'est illégal, c'est abusif. C'est le juge d'Abia Corpus qui vous fait. Et la complicité de torture avec aide, chef d'accusation contre Jean-Pierre Amougou Belinga, qu'est-ce que cela signifie réellement? Oh, ne soyons pas sentencieux. Je ne sais pas si c'est l'acte qui est écrit. Tout ce qu'on peut dire, ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs ici, c'est qu'on parle de complicité d'une infraction lorsqu'il y a... Parce que l'article 97 du Code pénal qui régit la complicité, pour qu'il y ait complicité, il faut déjà qu'il y ait un auteur principal. Ça veut dire qu'on a une infraction qui est réprimée par la loi, qui a sorti d'une sanction. Et à côté de l'auteur principal, on a quelqu'un qui aide. L'article 97 du Code pénal dit celui qui aide, qui facilite à la préparation et à la consommation d'une infraction, ou celui qui provoque ou donne des instructions à la commission de cette infraction. Donc ça, c'est le complice. Le complice est généralement adossé à l'auteur. C'est son ami. Ce n'est pas le complice, j'ai entendu quelqu'un dire, ce n'est pas le complice des bars. C'est celui qui a donné des éléments, qui a aidé, qui a instigé. Parce que dans la complicité, vous avez par exemple la complicité par abstention, vous avez la complicité par instigation. Je vais vous prendre un exemple très simple. Le complice, c'est généralement celui qui joue à la guitare pour couvrir les bruits de la victime pendant que l'auteur la viole. Par exemple, voilà un exemple basique qu'on nous avait donné à l'université. Ça, c'est un exemple très simple. Donc, c'est celui qui contribue, qui collabore. Ça, c'est la commission, la complicité par instigation. Vous avez aussi la complicité par abstention. Donc, il a été complice de la commission de l'infraction, mais il n'a presque rien fait. Je prends un autre cas. Quelqu'un entre dans votre bureau, deux personnes, deux de vos collègues entrent dans votre bureau, force le tiroir pour voler. J'entre, je les vois en train de commettre le forfait. Je ressors, il m'appelle, me dit, bon voilà un billet de 1000 pour toi, garde le silence. Vous voyez que je n'ai que pris l'argent, mais vous n'avez pas participé à l'acte en lui-même. J'ai facilité la consommation de l'infraction parce que je n'ai pas dénoncé. Donc voilà les cas de complicité. Voilà ce que c'est que la complicité lorsqu'on parle d'une infraction, c'est le cas de complicité pour torture. Charles Elie, est-ce que vous êtes d'accord, complicité de torture avec aide, est-ce un chef d'accusation assez lourd dans cette affaire pour Jean-Pierre Amougou Belinga? Pas d'accord ou pas, il faut que je sois un expert, que je sois membre du tribunal public. Vous êtes un politicien, quand même, un homme d'État. Votre question sous-entend, parce qu'il faut dire que nous avions déjà, nous, l'opinion, avoir été préparés à ce qu'on entende que inculpé pour assassinat. Il faut d'abord dire qu'on nous a préparé depuis 3 semaines à ce qu'on entende, à ce que Amougou Belinga, il faut dire, je sais quels sont, soit inculpé, ou Justin Daoué soit inculpé, ou X soit inculpé pour assassinat. La grosse surprise, si c'est vrai, ce qui nous a été servi ce week-end,
les chefs d'inculpation du commissaire du gouvernement, c'est qu'on peut dire qu'on est déçu s'il fallait s'attendre à cette inculpation. Mais maintenant, est-ce que, là le maître va me recadrer si je me trompe, est-ce que le fait d'avoir dit complicité de ceci ou complicité de cela ne pourra pas être requalifié plus tard par le juge d'instruction qui peut requalifier les faits en fonction des éléments qu'il aura en tout temps. Mais n'oublions pas aussi que l'enquête continue et qu'il peut avoir des éléments nouveaux qui peuvent vous pousser à ce qu'on requalifie aussi les faits. Donc, moi, ce qui me concerne, c'est la manifestation de la justice. Je ne suis pas déçu parce que ceux qui sont depuis la prise en cause sont aujourd'hui inculpés. Mais je suis autant déçu parce que je m'attendais à plus. Quand je dis à plus, comme on nous a préparé à attendre plus, je m'attendais aussi à plus. Mais je dis, est-ce que nous avons eu tout le dossier je dis non, parce que la source que moi j'ai eue aujourd'hui me dit qu'il y a des gens qui ont été inculpés pour assassinat. Il y a des gens qui ont été inculpés pour assassinat. Maintenant, pourquoi on n'a pas cette information? Je me dis, il s'agit quand même des gars de la DGRE. Peut-être l'État a compris par là qu'il faut protéger, quoi qu'il en soit, ces éléments de la DGRE qui vivent dans le secret. Et même s'ils ont commis des infractions, ils doivent aussi être punis dans le secret. Les faits sont-ils reclarifiables, maître? Oui, je vais revenir sur autre chose, oui, avant de revenir sur la qualification des faits. Il faut dire, quand M. Élise en dit, on nous a préparés. Vous savez, dernièrement, le premier président de la Cour suprême, lors de son allocution, disait la justice des réseaux sociaux n'est pas la justice de l'État. C'est vrai que dans l'imagerie populaire, on va dire qu'il y a assassinat et assassinat. Mais le juge ou bien l'enquêteur, pour qualifier un fait, pour donner une qualification pénale à un fait, il y a des ingrédients. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas avec tous les légumes qu'on fait le dolé, par exemple. Donc, il y a des ingrédients qu'il prend, il regarde les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction pour aboutir soit à l'assassinat, soit à la torture. Sûrement les éléments qu'ils ont eus corroboraient à la torture. Alors, très belle question de Mme Bala, est-ce que les faits peuvent être qualifiés? Il faut dire que l'instruction d'information judiciaire est aussi une enquête. Ça veut dire qu'on est dans le cabinet du juge. C'est un juge, mais il pose des actes, ce qu'on appelle les actes d'instruction. Il instruit. Il peut même encore descendre sur le terrain. Il peut même refaire tout le travail des enquêteurs. Il se fait sa propre idée, sa propre qualification, qu'il va à l'issue de son instruction, son information judiciaire. Vous pouvez même voir qu'il y a 2 personnes, 3, 4, 10 personnes, et après vous demandez encore, il y a 50 qui se retrouvent. Il fait son enquête, il est qualifié. Et s'agissant de l'infraction assassinat et autres, vous savez, dans l'affaire, il n'y a que quelques brochettes qui intéressent certains. Vous avez une milliard de personnes, vous ne connaissez pas quelles sont les qualifications qui ont été appliquées à d'autres. C'est pourquoi je dis, ce qu'on fait, c'est, comme je dis... N'a-t-on pas justement l'impression que les d'autres, entre guillemets, sont des boucs émissaires? Vous ne pensez pas? Non, ce n'est pas des boucs émissaires, c'est qu'il y a 2 grosses têtes. Il y a 2 grosses têtes, il y a Belinga. Il y a quand même assassinat. Oui, il y a assassinat, mais il y a 2 grosses têtes. Il y a un. Il y a 2 grosses têtes. Oui, je veux dire, il y a eu meurtre. Bon, on sait que quelqu'un est mort. Disons homicide. Il y a eu homicide. Bon, volontaire ou pas. On sait qu'au quartier, quelqu'un est mort. Oui, homicide. Bon, quelqu'un est mort. Ça, c'est le terme de chez vous, le mec. Quelqu'un est mort. On a tué quelqu'un. On a tué quelqu'un, on a zigoué quelqu'un, on sait que quelqu'un est mort. Maintenant, il faut bien que les gens payent. Bien sûr. Donc maintenant, il y avait 2 gros noms qui paraissaient là. On a quand même un directeur des opérations. Oui, et puis le patron de la DGRE, il y a 3 gros noms. Du contre-espionnage camerounais qui cite son patron à l'intérieur. Ça nous pose, nous, des politiciens, un problème parce que la sécurité intérieure de l'État est en branle. Elle a été prise en otage par des individus qui peuvent soudoyer ces agents, qui peuvent tuer les gens. C'est très grave. Bon, maintenant, de l'autre côté, vous avez un magnat de la presse qui est dans l'éducation, c'est-à-dire qui a toute une école, qui a une banque, qui a un média, qui emploie les Camerounais, et qui est partout, qui est par ailleurs, je suis désolé, militant de mon parti. Bon, maintenant, il faut donc qu'on se pose des vraies questions. Les 2 sont là. Quel parti? Je suis de l'RDPC, Mme Bala l'a dit tout à l'heure. Voilà, et j'adore mon parti, j'adore. Et ensuite, vous avez les noms qui ont été cités. Au vu de l'engrenage des amitiés qu'il y a entre ce patron de la presse et d'autres groupes, le ministre, on se dit qu'eux aussi, ils étaient là, ils n'étaient pas là. Et chacun y entre, les lanceurs d'alerte, les médias, les clans qui s'opposent. Et ça va un peu dans tous les sens. Maxime Ngoeko et Justin Danoué sont poursuivis pour filature, enlèvement et torture. Est-ce suffisant lorsqu'on sait le rôle que ces 2 personnes avaient à jouer dans cet État, qui est le Cameroun? Non, mais c'est scandaleux. Mais je dois dire... N'y a-t-il pas haute trahison par hasard, maître? En 2010... On a relevé au Bélabout
DGRE. Tout à fait. Après la mort de Bibi Ngota. Parce qu'ils ont été torturés. Il y a 3 journalistes, encore Bibi Ngota et Sabouan, qui ont été torturés dans les locaux de la DGRE. Et donc, comme ils m'ont donné la nouvelle, j'ai publié, j'ai fait une déclaration assez violente. Parce que Bibi Ngota était en plus atteint d'une sévère hypertension. Et donc, on l'a fortement torturé. Quand on a révélé tout ça, le président a décidé de mettre le gars en jeu. Surtout que Bibi Ngota, après, est mort. On l'a pourchassé jusqu'à l'enfermer et il en est mort. Ce que je veux dire, c'est que désormais, je crois que le président Biya en est conscient, que ce sont des agents de la DGRE qui sont par ailleurs des spécialistes de la torture. Bien sûr. Parce que dans les locaux de la DGRE, que je connais bien, au sous-sol, on peut vous... Ce que les bibis ont subi, par exemple, là, c'était, on versait de l'eau, ou alors on prenait un tonneau plein de déchets, de pipi, on trempait leur tête dedans, et puis on l'enlevait. Après, quand ils veulent dormir, on verse de l'eau par terre, et on met le climatiseur à fond et la lumière. Vraiment, tu ne peux pas dormir. Ces enfants ont subi ça pendant 2 semaines à la DGRE. Donc, les gars de la DGRE, donc ECHO et tous les autres, sont des spécialistes de la torture. Mais ce n'est pas assez fin qui sont spécialistes de la torture. Je pense que c'est plus pour la protection de l'État et la sécurité. Ça, c'est vrai. Dans tous les autres pays, ils ne sont pas formés pour commettre ce genre d'actes. Non, je veux dire qu'on a cherché, et Danway est allé recruter des gens qui étaient des spécialistes de la torture. Et en plus, ils mettaient des informations entre les mains d'un privé qui pouvait les donner ailleurs. On sait très bien que Jean-Pierre Amougou Belinga est l'ami de Touadéra. Il est l'ami du président de la Guinée équatoriale. Bon, ça fragilise l'État de savoir qu'on donne des informations à un individu, fut-il un magnat de la presse, par amitié pour des grands pontes de la République, dont M. ECHO. Maxime ECHO et Justin Danway sont poursuivis pour ces différents chefs d'accusation que j'ai cités tout à l'heure. Est-ce que c'est suffisant selon vous quand on sait quel poste ces individus occupaient au sommet de l'État? Dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, comme Maître l'a dit, on n'en saura pas plus jusqu'à ce que ce soit clair. Maintenant, dans le cadre de la sécurité de l'État, je pense que c'est bien plus grave. Et là, malheureusement, peut-être on n'entendra pas parler de ça autant qu'on le fait dans le cas de Martinez-Zogo. Tout à l'heure, Charlie a parlé justement de sa source qui lui aurait dit qu'il y a des gens inculpés pour assassinat. Maintenant, je me dis aussi que c'est parce qu'on a les grosses têtes qui ont été médiatisées depuis le début. On a beaucoup d'autres personnes. On parle d'une douzaine de personnes arrêtées dans cette affaire. On ne sait pas qui sont-ils, comment, dans quel cadre est-ce qu'ils ont été questionnés ou interrogés. Peut-être qu'à la fin, pendant les audiences, comme Maître le disait, on pourra mettre des noms sur des visages, des inculpations fixes sur les visages. Aucune inculpation justement pour meurtre. Pourtant, un meurtre, et pas des moindres, a bel et bien été commis au vu et su de tout le monde. Nous avons vu la dépouille de Martinez. Comment expliquer cela du point de vue de la loi? Oui, sachant le meurtre, je voulais revenir sur un point au niveau des manias de la sécurité qui seraient impliqués dans le cas de cette affaire. Il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on lit, nous avons un très bon code pénal. Lorsqu'on lit le code pénal, article 132 bis ou 277/3, rien ne justifie la torture. Ça veut dire, on dit même dans la loi que même en circonstances de guerre, les conventions internationales, rien ne justifie la torture. Maintenant, vous posez la question de savoir, il y a eu mort d'homme. Pourquoi est-ce que dans cette qualification, on ne voit pas meurtre? Et je vais aller plus loin, mon cher ami Eli, assassinat. Vous avez une brochette de personnes. Et je suis sûr que personne d'entre nous ici n'a lu l'ordonnance
l'acte d'inculpation. Non. Bon, quand on regarde, personne ne peut dire à l'heure actuelle quelles sont les infractions qui ont été impliquées à d'autres. Mais il faut dire une chose, le meurtre dans l'imagerie populaire, c'est la mort de quelqu'un, donc dans le langage usuel. Mais en droit, ce n'est pas parce qu'il y a mort d'homme qu'il y a meurtre. Vous avez plusieurs qualifications en cas de mort d'homme. Vous avez le meurtre, lorsque vous donnez volontairement la mort à quelqu'un. Et vous avez l'assassinat, lorsque vous donnez la mort à quelqu'un par préméditation, par empoisonnement. Vous avez les mutilations génitales. Lorsque dans le cas de mutilation génitale, vous tuez quelqu'un. Vous avez les coups mortels. Mais revenons à la question, maître. Pourquoi, comment est-ce qu'on peut expliquer du point de vue de la loi qu'une dépouille a été retrouvée un corps mutilé, avec plein de sévices, en état de décomposition avancée, et on a l'impression que les enquêtes progressent, sont même en train d'être bouclées à ce stade, des inculpations, mais aucune pour assassinat. Qu'est-ce qui explique cela? Non, mais l'assassinat, vous pensez que l'infraction qu'on met par de torture est plus simple que l'assassinat? Expliquez-nous. La torture est plus grave. La torture, ce qu'il faut déjà savoir, c'est une infraction qui est consacrée par la Constitution du Cameroun. La Constitution dit qu'on ne doit pas porter atteinte à la vie de quelqu'un par torture ou de traitement dégradant. La torture a été consacrée par les conventions internationales. C'est plus grave. Et dans la torture, vous avez tout un processus, on vous explique. C'est un acte par lequel on a infligé des souffrances, des douleurs aiguës, physiques, psychologiques, mentales à une personne dans le but de lui obtenir des aveux ou de l'intimider. Et à la fin, il en est mort. Est-ce qu'au regard des éléments que nous avons dans cette affaire, vous avez quelqu'un qui a été enlevé? Bon, ou du moins, un jour au lendemain, on ne savait pas où il était. Quelques jours plus tard, on retrouve le corps posé dans un lieu abandonné, le corps totalement mutilé. Vous ne voyez pas que ça rentre dans le cadre de la torture. La torture est plus grave parce que la peine est également lourde. Justement, quelle est la peine encourue en cas de torture et la peine encourue en cas de meurtre avec homicide volontaire, par exemple? Bon. Je vous vois venir. Je voulais juste demander pour aller dans le sens de Eva. Est-ce que vous voulez dire que c'est des gens qui ont torturé quelqu'un sans intention de lui donner la mort? Alors, dans l'article 277, bas 3 du Code pénal qui traite de la torture, la loi dit est condamné à l'emprisonnement à vie celui qui par torture donne involontairement la mort. Donc on ne veut même pas savoir si tu n'avais pas le but. S'il en est mort, c'est la torture, c'est la prison à vie. La question de Mme Eva est subtile et c'est ce qui, dans l'opinion publique, je sens que ça va faire grincer les gens. Lorsqu'on fait sur la balance entre la torture et l'assassinat, pourquoi ne pas avoir préféré peut-être l'assassinat? Je ne suis pas dans le dossier. L'assassinat, c'est vrai, c'est la condamnation à mort. Celui qui par meurtre cause la mort d'autrui par meurtre, soit par empoisonnement, soit avec préméditation, soit il y a d'autres cas, je crois que c'est l'article 200, je oublie l'expression. Donc, c'est l'emprisonnement, c'est la condamnation à mort. Or, dans la torture, vous avez la condamnation à vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la torture a été prise dans un contexte de respect des droits de l'homme. Convention des Nations Unies, Pacte international des droits civiques et politiques. Et dans cette convention internationale, la mort, on ne voulait plus, on ne donne pas, on ne rend pas justice en tuant quelqu'un. C'est l'excellence plaidoirie de mon confrère Robert Badinter. Et ce qu'il faut savoir dans l'assassinat, quand on dit condamnation à mort, aujourd'hui au Cameroun, nous sommes un pays abolitionniste. Le Cameroun n'exécute plus les condamnés à mort. Même si c'est des condamnations qui sont parfois prononcées. Moi, j'ai eu, je ne veux pas dire l'avantage, quand j'étais avocat stagiaire, j'ai eu un dossier où des personnes étaient condamnées à mort. Bon, en appel, j'ai obtenu que la peine soit réduite à 12 ans. Donc, mais aujourd'hui, lorsqu'on vous dit condamnation à vie, c'est quand même lourd. Et il faut savoir une chose, lorsque vous avez été condamné pour torture ou poursuivi même pour torture, lorsque vous allez à l'international, vous prenez un visa pour aller dans un pays, vous savez, toutes ces choses sont dans les dossiers des chancelleries. Quand je suis vous, je dis, Madame Eva, vous êtes poursuivi demain, même si vous êtes acquitté. Quand vous allez à l'étranger, vous donnez un visa, je vous assure, vous pouvez être filé. C'est quand même des infractions graves sur le plan international. Donc, ce n'est pas une petite infraction, c'est quelque chose quand même de lourd puisqu'il y a une mort d'homme. Madame Henriette Ekwe, pouvez-vous commenter la dernière sortie du ministre de la Communication à l'endroit des médias? Bon, le ministre Sadi fait son travail.
parce que évidemment, il y a eu une explosion de prise de position. Les influenceurs sont entrés dans la danse, les journaux, les organisations qui nous protègent, c'est-à-dire, par exemple, le RSF, le Committee to Protect Journalists, qui est basé à New York, tout le monde est entré dans la danse. Et donc, le ministre de la Communication doit faire un recadrage pour nous rappeler à l'ordre. Il nous rappelle à l'ordre. Que sa sortie a quand même été faite après l'éditorial publié par Le Monde. Oui, l'éditorial publié par Le Monde a été considéré comme insultant parce que Le Monde prend tout un autre contexte en disant c'est les bagarres de succession qui ont cours actuellement, le président étant âgé. C'est pour ça qu'il y a eu des clans qui se sont confrontés. Pourtant, rien ne prouve cela, d'ailleurs. Voilà. Et donc, voyant qu'au niveau international, le cas de Martinez Zogo a explosé, le ministre était obligé de prendre cette position. Mais aussi pour mettre en garde tous nous, les nationaux, qui auraient tendance à dire que si on a tué Martinez Zogo, c'est parce qu'il y a eu une guerre de succession au sommet de l'État et que le sérail s'est senti un peu bousculé au point de faire ça. Bon, il est dans son rôle. Les journalistes sont dans le leur, même si Charles Elie ne supporte pas ça, c'est vrai. Mais il faut dire aussi qu'on ne peut pas tuer un journaliste et attendre. C'est les gens qui ont le micro, qui ont les moyens de communication et attendre que tout le monde soit silencieux. Sinon, ils seraient même taxés de complices. Voilà. Donc, Charles Elie, justement, vous, qu'est-ce que vous pouvez commenter cette sortie du ministre de la Communication? Bon, d'abord, je trouve... Sans trop tirer sur les médias, bien sûr. Non, moi, vous savez, les médias ont leur rôle et c'est à nous de faire du tri. C'est à nous de... Bon, je prends un exemple, cette émission est très pédagogique. Combien de chaînes de télé ont fait ce genre d'émission? Vous avez Arrête Ekoué, qui est une journaliste qu'on nous présente, puis vous avez un avocat qui nous explique comment ça se passe là-bas. Vous avez un homme politique qui essaie de voir comment ça se passe. Et vous avez une de vos consoeurs qui va faire... Donc, mais ailleurs, vous aviez quelqu'un qui s'asseyait et qui disait « Amougou Belinga a tué ». Et le lendemain, il vous dit « Je me suis trompé ». Donc vraiment, il dit qu'il est dans une brousse quelque part là-bas où on veut le tuer aussi. Vous avez un lanceur de la lettre qui s'assoit, qui dit lundi, on a tué à 13h, le lendemain, non, je n'ai pas dit ça. Vous avez un excellent journaliste qui a été convoqué par 2 fois au CED, qui a dit des choses, et après c'est dédit, il a dit non, je n'ai pas dit ça. Donc, vous avez dans tout ça... Et qu'on l'a forcé. Qui l'a forcé? Non, qu'on l'a menacé de prison. Donc, vous voyez donc que dans tout ça, vous avez une grande romancière comme Kalis Beyala qui s'engueule avec Fridolin Kay. Vous avez Paul Chouta et Boris Beto qui s'engueulent. Donc, dans tout ça, il est quand même clair que... Bon, j'oublie aussi des journalistes qui déclarent des choses qu'ils n'ont pas vues, qui disent qu'ils sont en direct à 20h alors qu'il est 14h. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a vues. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues dans cette affaire qui fait donc que le ministre est donc sorti à dire vraiment, calmons-nous, respectons. Et puis, n'oublions pas que toutes vos sorties-là pouvaient plus ou moins influencer la procédure. Encore que, heureusement que ces gars sont restés focus. Non, je ne vais pas préciser, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais on a aussi vu à la sortie de Maître Charles Tchungang, 2 jours plus tard, Maître Bouni, qui l'a repris en lui disant que ce qu'il a dit là, il ne doit pas le dire. Donc quand vous, qui êtes les baobabs de cette affaire, vous anglais entre vous, nous aussi on vous regarde un genre. Donc pour dire que vraiment, nous qui vous regardons là, on se disait que mais on va où? Heureusement, notre justice est restée. Il faut commencer par aller suivre ce qu'ils disaient là. On aurait dégagé les coupables depuis, on aurait donné la sentence. Mais là, on voit donc que la justice camerounaise travaille. Elle travaille vraiment. Et rigoureusement. Amandine Boni, est-ce que vous avez un commentaire sur la dernière sortie du ministre quand il s'adressait aux médias? Alors, j'étais partiellement d'accord avec lui parce que non à l'instrumentalisation. On a l'impression que chaque fois que dans un pays africain, de manière générale, surtout un pays comme le Cameroun, de par sa politique,
Dès qu'on a une situation, on a les médias internationaux qui viennent rapidement faire des analyses qui parfois n'ont rien à voir avec la réalité. Et là, ça allait un tout petit peu distraire l'opinion publique et les médias du véritable problème et de la véritable question qui était entre tous ceux qui avaient déjà été arrêtés, les suspects, qui a participé à l'assassinat de Martinez Zogo et pourquoi. Le motif était clair pour nous, les dénonciations qu'il a fait dernièrement, les lignes, vol, corruption, etc. Et là, on a Le Monde qui nous fait un édito et qui nous parle de guerre de succession. On a des gens qui ne sont pas aussi forts d'esprit que le reste et qui vont se dire « Ah, mais voilà, c'est parce que le type là est au pouvoir depuis très longtemps et que voilà. » Et là, c'est de la distraction et de l'instrumentalisation pour rien. Donc oui, partiellement, j'étais d'avis avec le ministre de la Communication qui se devait, en tant que patron de la communication du Cameroun, de recadrer les choses. Maintenant, d'un autre côté, on sait qu'au Cameroun, lorsque les médias disent parfois les choses qui dérangent, l'État, le gouvernement n'hésite pas à utiliser de son pouvoir et de sa force pour écraser un tout petit peu. Vous avez quelque chose à dire, M. Charles? Ou à sa suite, allez-y, Amandine. Pour écraser un tout petit peu. Donc, oui, de manière générale, partiellement d'accord. Et de l'autre côté, bon, on est un tout petit peu habitué. Si vous voulez rebondir, on dirait, de par votre regard. Vraiment, vous pratiquez votre profession ici en toute liberté. Bien sûr, oui. Oui, donc l'État du Cameroun protège même déjà les journalistes. Et on n'a pas dit le contraire. Et puis il faut savoir... Martinez est mort. Est quand même Martinez est mort. Merci, maître. Non, je n'ai pas dit que c'est l'État. J'ai dit seulement... Oui, Mme Boni exerce son métier librement. Mon voisin qui est mort, il y a certains journalistes. Non. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que je peux être d'accord avec elle qu'il peut avoir des... Mais tous les journalistes aussi qui sont dans nos prisons, ce n'est pas parce qu'ils ils ont pratiqué leur profession. Il y en a, il y a des faits divers, des droits. Mais je pense que beaucoup auraient préféré que Martinez soit en prison au lieu d'être mort. Bon. Oui, allez-y, Madame. Et puis le monde qui donne les leçons presse internationale, elle peut dire ce qu'elle veut, puisque nous aussi on critique la France tous les jours. Et depuis quelques jours avec le président qui est en tournant en Afrique. N'est-ce pas? Donc, on peut être quitte. Ce que les Français font, c'est de dire que tout va mal. Parce qu'il y a un chef d'État qui est là depuis 40 ans. C'est leur droit. Maintenant, le boulot du ministre, c'est de dire, attention, nous n'avons pas de crise politique chez nous. Donc, n'allez pas dans ce sens. Même si nous, ici au pays, on peut savoir qu'il y a déjà des clans qui s'affrontent. Parce que c'est vrai qu'il y a des clans qui s'affrontent. Chacun pense que le moment est venu de se positionner pour être là où il faut. Ça, on est en politique, ça arrive. Hein? Charles-Élie, tu dois le savoir. Ça arrive que dans un contexte politique, même dans un parti politique au pouvoir, mais bien sûr, il y a des bagarres. SDF, maintenant, c'est son droit de dire, je mets fin à ça. Il ne faut plus que, en international, on situe le deuil, l'assassinat de Martinez dans un contexte politique. Exactement. Que ce n'est pas le lieu. Oui. Voilà. Chers téléspectateurs, nous allons dès à présent faire un tour dans les kiosques camerounais avec Amandine Boni qui va nous faire une revue de la presse et on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Ah, d'accord, c'est à moi. Alors, comme la dernière fois, on va faire une revue de toute la presse parue depuis le dernier épisode de votre émission Face à vous, notamment qui a été enregistré et diffusé le 14 février 2023. Alors, le 15 février, on pouvait lire dans Mutation au pas militaire affaire Martinez Zogo. Pour rappel, le 14 février est date la veille du 15, voilà, Amougou Belinga et les autres suspects de l'affaire étaient présentés au juge d'instruction du tribunal militaire. On avait également Émergence qui titrait Amougou Belinga et compagnie devant le commissaire du gouvernement. Les suspects avaient ce jour été renvoyés au CED pour complément d'enquête. L'info à chaud questionnait alors la procédure judiciaire. Que signifie complément
éléments d'enquête sorcelés à 90%. Le quotidien Émergence, également dans son édition du 17 février, demandait à quoi renvoie le complément d'enquête après un long week-end marqué par un point de presse des avocats d'Amougou Belinga. Le lundi 20 février, l'opinion découvrait la une du quotidien Le Messager, dossier bloqué. Mutation, quant à lui, disait brouillard et brouillage. Il faut le rappeler, les propos des avocats d'Amougou Belinga avaient été fortement contredits par ceux de Justin Danoué. La communication de maître Charles Tchunga était alors très critiquée, comme on pouvait le voir sur les colonnes de La Voix du Centre ou encore de l'Émergence. Le 21, on apprenait par le biais du quotidien Le Jour que la compagne du feu, Martinez Zogo, avait été menacée. Elle a été mise plus tard sous protection par les forces de maintien de l'ordre. Quelques jours plus tard, toujours au mois de février, les suspects dans l'assassinat de Martinez Zogo étaient une fois de plus devant le commissaire du gouvernement, apprenait-on par le quotidien L'Émergence, comme vous le voyez à l'écran le 27 février. La nouvelle titrait « Assassinat de Martinez Zogo quand les taux se resserrent autour des suspects ». Silencieux dans cette histoire depuis le début, mais incarcéré également. Que fait Bruno Bidjan au CED, se demandait la Voix des jeunes. Question à laquelle nous n'avons toujours pas de réponse pour le moment. Alors qu'aucune nouvelle ne paraissait plus sur l'affaire Martinez Zogo, l'opinion publique s'impatientait et Le Jour n'a pas manqué de le faire savoir. On attend, sur sa une, on pouvait lire. Et la réponse ne s'est pas fait attendre longtemps. Le samedi 4 mars, Amougou Belinga est inculpé, selon les dires des médias traditionnelle de complicité de torture par aide. On pouvait lire Ngatas dans l'édition spéciale du Popoli, le journal satirique, ou encore dans la presse internationale, notamment TV5 Monde, Radio France Internationale, Le Monde, Le Figaro et bien d'autres, ou encore Amougou Belinga, histoire d'une chute en 50 jours et 2 captifs de Martinez Zogo dans Mutation. Voilà qui met un terme à cette édition de votre revue de presse dans Face à vous. Merci. Chers téléspectateurs, de retour sur le plateau de votre émission Face à vous, et d'entame ma première question de cette deuxième partie va à vous. Maître Chéou, qu'est-ce qu'un crime d'État? Qu'est-ce qu'un crime d'État selon la loi? Oui, parce que c'est une question qui apparaît également dans le cas de cette affaire. Un crime d'État, c'est un crime commis par un ou plusieurs représentants désignés ou élus d'un État souverain à l'aide des moyens de cet État. C'est un peu ça. Dans le cadre de cette affaire, pensez-vous qu'on puisse parler d'un crime d'État? Monsieur Charles Elie, qui j'ai entendu crier derrière moi quand j'ai posé cette question. Est-ce que vous pensez que dans cette affaire, on puisse parler d'un crime d'État? Non. Bon. Moi, pour compléter la définition de maître, c'est un crime d'État s'apparente à un crime légal même. Quelque part. Un crime d'État s'apparente à un crime légal, quelque part. Un crime d'État est un crime commis par un ou plusieurs représentants de l'État, élus ou désignés avec les moyens de cet État. Voilà la définition d'un crime d'État. Dans la suite, il y a une suite qui dit qu'il y a une certaine souveraineté dans ce crime. Je prends un exemple, madame. L'État du Cameroun décide qu'il y a, c'est pas un opposant, je prends un exemple, hein. À l'époque, madame, tu vas nous l'appeler, il fut une certaine époque, avant qu'il y ait des mouvements de liberté, où l'État pouvait décider de mettre hors d'état de nuire quelqu'un qui gênait c'est même l'expression. La stabilité de l'État. Et on donnait les moyens à un policier, un gendarme, entre guillemets, de mettre hors d'état de nuire cette personne. C'est un crime d'État. Parce qu'à ce moment-là, l'État, légalement, a couvert un crime pour les intérêts supérieurs de cet État. Et c'est donc le rôle de la DGRE de le faire, mais pour la protection de l'intégrité nationale, mais plutôt en dehors de cet État. Vous avez des gens en dehors de l'État du Cameroun qui veulent attaquer le Cameroun. Le rôle de la DGRE, par exemple, dans la crise du Nozo,
c'était d'aller chercher ceux-là qui finançaient ces terroristes, ceux-là qui voulaient faire des bombes et les mettre hors d'état de nuire. C'est ça, les crimes d'État, d'après ma définition. Hors d'état de nuire, là, pour vous, c'est quoi? Je veux comprendre. Non, il y a des termes, par exemple, l'armée ne dira jamais on a tué un terroriste. L'armée dira neutraliser. Ah, okay. C'est des termes pour ne pas choquer. Pour ne pas choquer l'opinion, on dit hors d'état de nuire. Même le jour que Barack Obama annonce l'assassinat, il faut le dire, de Ben Laden. Il n'a pas dit on l'a assassiné, il a dit l'armée américaine l'a mis hors d'état de nuire. Donc c'est des termes, parce que l'État ne va pas dire on a assassiné quelqu'un. L'État dira on a mis hors d'état de nuire. Ça sous-entend qu'il y avait quelqu'un qui gênait la stabilité du pays. Maintenant, est-ce que vous considérez ce crime comme un crime d'État? Ça veut dire que c'est l'État qui l'a tué. Mais ce n'est pas l'État qui l'a tué à ce moment-là. Sauf que les moyens d'État ont été utilisés. Et ces moyens d'État, c'est les gars quand même de la DGRE et c'est des officiers que nous avons formés. Crime d'État ou pas, Mme Henriette Ekoué? Pour moi, c'est pas un crime d'État. Parce qu'on a impliqué des gens. C'est vrai ce que Charles Élie dit. Effectivement, sous les dictatures, on dit qu'on a mis les gens hors d'état de nuire. C'est-à-dire qu'on les a écartés, on les a tués. Par exemple, on pouvait vous torturer à la DGRE et puis le lendemain, on vous met un peu de béton, on vous jette dans le lac municipal de Yaoundé. Un local, je faisais ça. Même le Mossad fait. Pourquoi c'est pas la DGRE? Non, mais on est au Cameroun. Non, le Mossad a fait ça. La CIA a fait ça. La CIA tue. Le Mossad, tout ça, le KGB. Le KGB. Donne aussi l'exemple d'ailleurs. Voilà. On est au Cameroun, on prend les... N'aie pas peur. On ne va pas t'attraper. Bon, oui. Donc, le mot hors d'état de nuire a existé. C'était politiquement appliqué. Mettre quelqu'un hors d'état de nuire, une faction. Ce qui est important dans cette affaire, c'est qu'on a mobilisé des gens... Et des ressources. Des ressources du CNR, de la DGRE, pour accomplir quelque chose, hors des locaux même de la DGRE. Parce que bon, on l'a assassiné, on ne sait pas où on l'a torturé, ni rien du tout, mais on a mobilisé des gens qui ont une autorité, la DGRE, le contre-espionnage de chez nous, pour aller tuer quelqu'un. Moi, je dis qu'on l'a tué. Bon, on ne l'a pas tué parce que le juriste va me dire que non. On l'a tué, maman. On l'a tué. Ça, il y a eu mort d'homme. Mais la torture l'a tué. Bon. Et quand on torture quelqu'un, l'intention n'est pas forcément de tuer la personne. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que la loi dit. Donc, la loi te dit déjà que si tu tortures quelqu'un, et tu viens dire, et qu'il meurt, et que tu viens devant le juge dire non, quand je le torturais pas, je n'avais pas l'intention de le tuer. La loi ne regarde pas l'intention. S'il est mort, emprisonnement à vie, c'est ce que la loi dit. Donc, je voulais dire qu'on a mobilisé des ressources de l'État, on a mobilisé le know-how de certains agents pour accomplir un crime crapuleux. Ce crime, cette torture et ce crime. Donc là, ça devient pour moi un crime d'État. C'est-à-dire qu'on a mobilisé des agents de l'État spécialisés dans la mise hors d'état de nuire des individus qui ont accompli la basse besogne. Amandine Boni, on l'a entendu dans votre revue de presse, Bruno Bidjan, quant à lui, comparaît libre après près de 30 jours en détention au secrétariat d'État à la Défense. Votre commentaire? Alors, Bruno Bidjan, je crois qu'en dehors des racontards qu'on a eus et sur les réseaux sociaux et autres commentaires, il n'est pas clair sur... Ça n'a jamais été très clair ce qu'on lui reproche. Je ne sais pas si c'est complicité, parce qu'il travaille pour l'un des suspects principaux de l'affaire, si c'est pour détention de preuves ou d'éléments à charge contre M. Amougou Belinga. Mais ce n'est pas encore très clair. On espère que les prochains jours... On a exploité son téléphone, par exemple. Qu'est-ce qu'on y a trouvé ça... On n'y a rien trouvé. On a trouvé qu'il aurait... Des éléments à quelqu'un, non, il aurait dit à quelqu'un, ça a été retracé dans un téléphone qui lui appartient. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Exactement. Il aurait dit, le voilà encore qui nous cherche, il va voir. Bon, ça veut dire que... C'est un peu un message mais ça ne veut pas dire que c'est lui. Vrai, exactement. Comme Maître a dit, je crois qu'avec les audiences publiques, on en saura nettement plus.
Un autre homme, par contre, lui, il ne comparaîtra pas libre, mais du coup, il est innocenté totalement. Selon le commissaire du gouvernement, il s'agit donc du colonel Etundi Soe, ancien commandant de la garde présidentielle, qui est resté également en détention au secrétariat d'État à la Défense pendant plus de 30 jours. Aujourd'hui, libre, il n'y a rien contre lui, selon le commissaire au gouvernement. Comment cela peut s'expliquer? Oh, ça s'explique qu'il y a des magistrats et des avocats qui travaillent dans un dossier. Ça s'explique qu'il y a des faits qui ont été reprochés à un individu. Ça s'explique que dans le cadre de la procédure d'enquête, ces faits n'ont pas été établis. Ça s'explique que vraisemblablement l'enquêteur ou le juge instructeur doit tout simplement les sortir du dossier. Je suis tentée de vous demander une injustice dans une autre injustice, on dirait. Parce que quelqu'un qui passe quand même 30 jours en détention... Bon, une injustice, les cas... Et après, pour être libre. Oui, la loi a prévu des moyens. Il y a, comment on appelle, la commission d'indemnisation en cas de détention abusive ou garde à vue abusive. Cette commission qui siège à la Cour suprême, si la personne gardée à vue ou l'inculpé estime que sa détention avait été abusive ou la garde à vue a été abusive, il essaie de voir s'il remplit les conditions légales et il saisit cette commission pour se voir indemniser. Déjà, je ne sais pas combien de fois cette commission se tient au Cameroun. Bon. Que risque Kamgou Belinga et compagnie, à ce jour, et compagnie, notamment Justin Danoué, Maxime Eko, tous inculpés, qu'est-ce qu'ils risquent à ce jour? Ils sont présumés innocents. Déjà, c'est qu'il faut. Oui. Même en vertu de l'article 8 du Code de procédure pénale au Cameroun, ils sont présumés innocents. Il y a des implications, il y a des charges qui pèsent sur eux, qu'il faut maintenant que dans le cadre de cette procédure, le ministère public, qui est l'avocat de la société publique, que l'avocat des parties civiles s'adonne, que les enquêteurs également prennent main forte. Il faut dire que le juge d'instruction, il est neutre. Hein? Ça veut dire qu'il instruit à charge et à décharge. Ça veut dire que s'il trouve les éléments qui te dédouanent, il inscrit dans son procès verbal. Donc, il faut le dire qu'à la date du juge, ils sont présumés innocents. Maintenant, sachez que pour quelqu'un d'entre nous ici, sur cette table, qui est poursuivi pour torture, et si cette torture aboutit à la mort d'autrui, vous connaissez la conséquence, je vous l'ai dit. C'est la condamnation à vie. C'est ce que la loi prévoit. Donc, si l'un d'entre nous ici, sur cette table, est poursuivi pour torture et complicité de torture, parce qu'il faut le dire, j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure, c'est que la complicité, au niveau des peines, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'emprunt. L'emprunt de la criminalité. Le complice et l'auteur sont cousus dans le même sac. Ça veut dire s'il y a une peine à vie pour l'auteur, le complice a la même peine. Donc, voilà. Merci pour cette information. Madame Henriette Ekoué, est-ce que vous pensez que les vrais commanditaires sont en détention en ce moment? Selon votre opinion. Hein? Bon, apparemment, il doit y avoir un faisceau d'indices pour qu'on en inculpe quelques-uns. Mais tant qu'on ne sait toujours pas qui a tué, on est... Moi, ça me taraude, pas toi. Non, moi, si, bon, maman, ça me taraude. Donc, je veux dire que je ne peux pas dire qu'il y a des gens dehors. C'est possible, puisqu'on est encore en train de faire l'enquête, on est encore en train de rechercher. Mais j'espère qu'on va aboutir à un procès où tout sera vraiment clair. Et que s'il y a des gens dehors, il faut qu'on les cherche. Parce que finalement, cet assassinat, ça fait appel à des moyens d'investigation scientifique assez poussés. Je ne sais pas si on les aura ou si on les a pour pouvoir atteindre ceux qui peuvent être en dehors du cercle des suspects qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'on mette nos moyens en marche. Monsieur Charles-Élie, pensez-vous que les vrais commanditaires de ce crime crapuleux soient en détention en ce moment? Bon, je me réfère à la deuxième sortie du ministre de l'État, secrétaire général de la présidence, qui dit en quelques lignes que quel que soit le niveau social, quel que soit le niveau de responsabilité de tous ceux qui seront cités de près ou de loin dans cette affaire, le président de la République a donné des instructions claires et fermes que cela soit mis devant la justice camerounaise. Donc, moi, je fais confiance à mon président de la République et j'estime qu'à ce niveau-là,
pour le moment, au vu des éléments qu'ont les enquêteurs, ceux-là sont à l'intérieur. Maintenant, comme l'a dit M. Je suis tentée de vous dire que l'État promet souvent beaucoup de choses. Pensez-vous que cette promesse-là... Si vous parlez de mon État, moi, mon État promet, l'État réalise. D'accord. En ce qui me concerne, moi, du RDP, c'est quand non promet, on réalise. Grande réalisation, bien sûr. C'est clair. Oui, la mer. Quand non promet, on réalise. Donc, d'où les 40 ans au pouvoir. Oui. Ouais, l'autoroute. On y va même pour 100 ans encore. Donc, avant le 12, on prend la voie pour le Sénat. Donc, nous sommes... Donc, pour vous dire que, en ce moment-ci, ceux qui ne sont pas là, même s'ils sont en train de courir, ils sont seulement en train de courir. Ça, et là, je voulais dire aussi qu'à ce niveau d'enquête, le fait justement pour le président de demander qu'il y ait jonction des procédures, c'était pour ne pas éparpiller les forces. Puisque, d'après le code pénal, le premier OPJ qui a constaté le décès, c'était la brigade de gendarmerie de Soie, qui avait ouvert une enquête. Madame Martinez-Zogo, qui avait saisi 2 jours plus tard la direction régionale de la police judiciaire du centre, qui a aussi ouvert une enquête. Le président a tout simplement demandé à ce que les deux se mettent ensemble et travaillent ensemble. Et il a mis des moyens matériels, scientifiques, physiques énormes pour que cela aboutisse. Donc à ce niveau-ci, il n'y a pas d'inquiétude parce que j'entends des gens dire que tel ministre doit être... Non, à partir du moment où les noms seront cités comme il se doit, sauf si cela préfère prendre la peine, comme dans la mafia. Il y en a qui préfèrent se sacrifier et dire vraiment, je meurs seul là. Je ne veux jamais donner le nom de celui-là. Autant mieux. Mais si un seul nom sort, vous verrez ce qui va se passer. Il y aura une déferlante et cela sera mis en place. J'ai aussi autre chose à dire. Maître, depuis j'entends procès public. Est-ce que c'est obligé que le procès soit public? Non, j'ai dit... Non, je demande juste une question que je pose. Parce que tout le monde... En fait, tout le monde se dit c'est un procès qui sera ouvert où tout le monde pourra entrer dans la salle, écouter ce qui va se passer et tout. L'instruction est dans le cabinet, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Mme Boni, l'instruction est dans le cabinet du juge d'instruction actuellement. Oui. C'est secret, c'est confidentiel, c'est dans son bureau. Je veux dire le procès même quand on va dire... C'est quand le juge d'instruction... Pourquoi le procès doit être secret selon vous? Non, moi je pose la question. Les ministres ont été arrêtés pour détournement de fonds, les procès étaient ouverts. Les procès étaient ouverts. Non, la phase actuelle, qui est la phase d'information judiciaire, qui se fait devant un juge d'instruction, ça se fait dans un cabinet. C'est pas encore public. Parce que lui, il fait encore ce que je vous ai dit tout à l'heure, il sort d'enquête. Il cherche les éléments, les indices, les éléments, pardon, à charge ou à décharge. Parce que non, quoi, qu'on est au procès. Non, pas encore. C'est dans le cabinet du juge. Mais le procès est public. C'est à la fin. Non, pour le moment, c'est pas encore public. Mais monsieur, vous ne pensez pas qu'on doit donner des réponses à l'opinion publique? Maître, j'ai une question. Non, je vais terminer. C'est à la fin de son instruction qu'il va rendre éventuellement. Je ne dis pas que c'est ce qu'il va rendre. Il peut rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal. C'est maintenant devant le tribunal alors que les gens viendront s'asseoir. Nous tous sommes obligés. Et demande si c'est obligé. Bon, j'arrive. L'audience publique, l'audience maintenant sera publique. On pourra tous aller voir. Maintenant, il y a un cas et la loi l'a prévu. Voilà. Si l'audience sera de nature à porter atteinte à la sécurité de l'État, à porter atteinte aux bonnes mœurs, le juge peut décider de rendre cette audience à huis clos. Mais le huis clos, je suis sûr que ce sera un huis clos particulier. Parce que si on ferme encore dans ce genre d'affaires, l'opinion va exploser. Le président nous écoute. Moi, je vois ce procès qui va justement vers un procès huis clos. Pourquoi? Non, la mère. Donc vous avez déjà rendu une ordonnance de renvoi? Je ne dis pas. Non, je veux dire, si ça arrive à ce cas-là. Parce que n'oublions pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on cache? C'est ça, est-ce qu'un projet à huis clos, c'est un projet qu'on cache? Ben oui, peut-être parce que normalement, l'opinion publique je tiens à vous rappeler que jusqu'à ce qu'on, de ma petite expérience de vie sur Terre, je n'ai jamais vu un procès qui met en cause des agents d'un service de contre-espionnage être public. Oui, jamais, vous avez raison. Vous avez totalement raison, bien sûr. J'ai jamais vu dans le monde entier où des gens sont mis en cause et qui viennent d'un service de renseignement qui soit public. Je n'ai jamais vu ça. Donc, moi, je me dis... C'est spécial. Je me dis, au-delà de faire du public où chacun vient avec un téléphone filmé, chacun fait ce que... Est-ce que nous n'avons pas aussi intérêt, nous, Camerounais, à continuer à rendre secrets ces agents des services secrets qui ont travaillé pour le Cameroun? Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu que nous, on ne voit pas. Mais M. Elie, actuellement, il y a un procès, je crois, en Guinée. Vous avez des... Ah oui, je suis en Guinée, il y a des agents de renseignement et ça passe à la télé. C'est pas service de contre-espionnage.
Non, ils sont parmi ces gens. Il y a une différence entre le policier qui est sur le deuxième, qui est aux renseignements généraux, et le gars qui est au... Bon, l'ex-sénère, c'est différent, c'est pas la même chose. Mais là-bas aussi, c'est des hauts gradés de l'armée et de contre-espionnage. Et le président de la République. L'opinion publique, la communauté internationale, les diplomates et tous ceux qui ont décrié cet assassinat vont laisser le Cameroun gérer ce problème. Ne terminez pas votre phrase, madame. Les États-Unis sont le premier financier du tribunal, comment ils appellent ça? Pénal international. Mais c'est eux qui ont encore sorti une loi chez eux pour dire que quand un de leurs militaires sur un théâtre d'opération à l'extérieur est reconnu pour action, que le tribunal ne le juge pas. Oui, on le juge chez lui. Aux États-Unis. Et c'est le même pays qui fait que quand on sent l'agent de la CIA ou de la NSA ou même du FBI est poursuivi pour les faits qu'il aurait commis dans cet exercice ou pas, que le procès soit à huis clos. Alors un communiqué des Nations Unies ne vous intéresse, ne vous inquiète pas? Non, moi ce que je veux, c'est que ces agents de la DGRE qui sont inculpés soient face à la rigueur de la loi. Mais je voudrais aussi que mon pays les protège parce qu'ils ont mis leur vie au service de l'État du Cameroun pour nous protéger. Et là, parce qu'ils sont dans un procès, on va leur remettre tout ce qu'on veut. Si je vous comprends bien, des gens qui ont assassiné aussi froidement quelqu'un méritent la protection de l'État. C'est ce que vous dites. Mais encore que Maître a dit tout à l'heure que quand on allait à la ville, c'est à 12 ans. La loi est due, mais c'est la loi. Il peut tuer, mais bon. Mais ce n'était pas un agent de renseignement. Maître Chéou, Maître Chéou, la notion de protection des témoins est-elle existante au Cameroun? Tout à l'heure, on a mentionné l'épouse du défunt, de Martinez Zogo, qui a décrié dans plusieurs médias internationaux et nationaux le fait qu'elle et sa famille soient constamment menacées depuis le décès de son époux. Oui, cette notion existe-t-elle? Oui, ça existe. La protection des individus, des personnes au Cameroun, des biens, est consacrée. Et puis, il y a encore des personnes qui sont impliquées dans un procès d'une certaine envergure. Il faut notamment relever que le Cameroun a ratifié d'abondantes conventions internationales. Et à sa qualité de femme, je crois qu'il y a assez d'instruments. En ce moment où nous célébrons la femme, il y a assez d'instruments internationaux qui la protègent. Je suis sûr et je ne doute pas. Les organismes internationaux, mais pas l'État. Non. Toujours est-il que... Rassurez-vous que même si c'est les ONG, je suis sûr qu'actuellement, elle est suivie et assistée par des groupes. Et tous ces ONG, tous ces groupes, toutes ces personnes qui viendront d'en aide vont agir sous le sceau de l'État. Parce que ces gens fonctionnent au Cameroun parce qu'ils ont l'agrément et l'exploitation de l'État. Donc, moi, je suis sûr, et connaissant mon très révérend confrère Calvin Diop, que je salue déjà, je suis sûr qu'il a pris l'affaire en main. Et c'est quelqu'un qui est très protecteur de la jeune féminine, je connais particulièrement. Pourquoi attendre 6 mois pour ouvrir ce procès, d'après vous? Alors, je pense que quand vous parlez de 6 mois, vous voulez parler de la durée de la détention provisoire. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'information judiciaire est ouverte, quand quelqu'un est placé en détention, il y a une durée. La durée normale, c'est 6 mois. Okay. Mais il faut savoir que le juge peut, dans le cas de 6 mois, ne pas avoir fini son instruction. Il peut proroger le délai. Et la prorogation varie maintenant. Si on a matière criminelle, ça peut aller jusqu'à 12 mois. Donc là, on aura un total de 18 mois. Et c'est en matière de délit, on peut proroger de 6 mois. On aura un délai total de 12 mois. Donc actuellement, on ne peut pas seulement parler de 6 mois. Et c'est comme le juge peut aussi clôturer avant les 6 mois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on demande souvent à la justice d'être rapide, une célérité à la justice, mais il faut savoir que la justice, c'est pas aussi la précipitation. C'est vrai qu'il y a des principes, il y a des règles de protection des droits de la défense d'un procès équitable qui commandent que, et c'est les conventions ratifiées par le Cameroun, que la justice soit rendue dans un délai raisonnable. Mais seulement le problème, c'est que délai raisonnable, on ne vous dit pas. Quelqu'un peut estimer que 5 ans, c'est raisonnable, 6 mois, c'est raisonnable, 1 an, c'est raisonnable. Peut-il y avoir libération en 6 mois? Alors, bon, libération, c'est le juge qui va apprécier. C'est le juge qui va apprécier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en pareille occurrence, je crois que c'est l'article 224 du Code de procédure pénale, je crois que lorsqu'on est poursuivi pour une infraction dont la peine encourue est l'emprisonnement à vie ou à mort, on ne peut pas bénéficier de la liberté provisoire. Je crois que c'est l'article 224, alinéa 2. Madame Henriette Ekoué, une reconstitution des faits attendue, une scène de crime qui demeure un mystère total, des suspects cités ci et là sans jamais être interpellés. Est-ce qu'en réalité, vous croyez en la crédibilité de cette enquête?
Bon, j'ai tendance à avoir des doutes. Bon, Charles Elie vient de rappeler qu'on a mis tous les moyens. Donnons le temps au temps. Mais vraiment, si c'est pour que toute la charge émotionnelle, je sais que vous les juristes, vous ne réagissez pas avec le droit, mais toute cette charge émotionnelle, les gens attendent. Les 6 mois qu'on a dit là, je ne sais pas, tu as expliqué un peu, les gens attendent ce qui va se passer dans 6 mois. Donc on se retient encore. Mais si dans 6 mois, on aboutit à un certain non-lieu où les charges seront ultra légères parce que le temps est passé, l'émotion aussi, je ne suis pas sûr que l'opinion camerounaise va apprécier ça. J'attends de voir. Amandine Boni, commentaire, est-ce que vous croyez en la crédibilité de cette enquête? Alors moi, j'ai tendance à penser que les noms qui ont été cités jusqu'ici, c'est les personnes qui sont le plus médiatisées, qu'il y a beaucoup de noms qu'on ne connaît pas encore et qu'on va certainement découvrir si et seulement si l'audience finalement est rendue publique. Donc, je ne vais pas remettre en doute, même si on est très sceptique à l'idée de voir la fin de cette histoire se terminer en fonction de nos attentes, c'est-à-dire une condamnation à vie pour tous ceux qui ont participé directement à l'assassinat ou à la mort de Martinez Zogo. Mais on va attendre et puis on va voir ce que ça va donner. Monsieur Charles Elie, fier représentant du RDPC, pensez-vous que cette enquête soit crédible? Bon, madame, l'année passée, en mai, il y avait la finale de la Champions League. Liverpool contre Real Madrid. Il y a eu 1 heure de retard du démarrage parce qu'il y a eu des problèmes dehors. C'est avant-hier que le stade de l'enquête est sorti. Nous sommes chez les Blancs. C'est un match de foot. Avant-hier. Et c'est aujourd'hui que l'UEFA a décidé de rembourser à tous les supporters de Liverpool qui avaient été mis en cause lors de la première enquête, leur ticket est également. C'est pour dire que, madame, ça peut mettre très long. Non, mais ne lis pas. Il y a un truc qu'on dit chez les avocats. Non, j'aime ton exemple. Oui, il y a un truc qu'on dit chez eux, c'est faut-il mettre des innocents en prison ou alors laisser en liberté des coupables? Les coupables, oui. Il y a juste un milieu à voir. Maintenant, je suis satisfait et j'ai foi à ce juste pourquoi, parce que, madame, on n'arrête pas un lieutenant-colonel, directeur des opérations de la DGRE, n'importe comment. Madame, on ne prend pas un homme multimilliardaire comme celui-là, qui dit à un secrétaire général de la police, vous me la bouclez. Un gars qui dit à un ambassadeur, en tout cas, bonne nuit. Je prends des exemples pour faire comprendre aux Camerounais qui nous suivent ce soir que les gens qui ont été arrêtés, c'est Cameroun. Oui, mais il n'est plus intouchable. Hein? Non, c'est pour dire, c'est pour dire que les présumés à partir du à partir du moment où on arrête ce genre de personnes qui ont quand même une surface financière confortable et tout, et qu'on les arrête, quand ça se passe là, je crois qu'on vraiment, cette République est en train d'aller vers où. Avant cette histoire, quelle était votre opinion de Jean-Pierre Amour-Bellinga? Avant cette histoire, quelle était votre opinion de Jean-Pierre Amour-Bellinga? Alors, je vais vous dire ce qui est clair. Je m'appelle Jean-Charles Elie. Amour-Bellinga s'appelle Amour-Bellinga. Pour une fois, j'ai été fier de voir un des miens faire comme les autres font. C'est-à-dire qui fait des affaires, qui emploie les Camerounais et tout. Mais sauf que, une certaine manière d'être. L'argent ne fait pas le bruit. C'est là où pour moi, il est un peu péché. Il aurait dû faire comme les autres, qui bénéficient aussi comme lui de ces lignes-là. Mais qui, eux, ils ont su comment gérer leurs relations et sont restés tranquilles. Donc, en ce qui me concerne, c'est un homme d'affaires, c'est un employeur, il paye les Camerounais, qui nourrissent des familles, qui est en difficulté. J'avais ce haut respect de lui. Mais aujourd'hui, si Amour-Bellinga est reconnu coupable par la justice dans cette affaire, mon opinion vraiment de lui va beaucoup baisser parce qu'il aura tué un être humain. Jusque-là, il n'a pas baissé? Mais il est encore présumé innocent. Il a encore présumé innocent. Il est en détention. Madame Henriette Ekoué, alors je vous adresse la même question. Avant cette affaire, quelle était votre opinion de la personne? Bellinga, c'est un monsieur tellement vantard, tellement... les milliardaires doivent se vanter. Qui veut écraser tout le monde. On peut avoir des milliards et être un peu discret. J'ai vu comment Obama a été promené pieds nus pour l'humilier
il a humilié des journalistes, David Eboutou et Sapak. Bon, l'autre, le fils de l'autre qu'on a arrêté, il a amené toute une équipe pour filmer. Quand on a arrêté Bahonla pour le mettre dans un pick-up et suivre jusqu'à la porte de la prison. Bon, c'est des méthodes que je trouve... enfin, c'est pas digne d'un adulte qui est bien structuré. Cette façon de se vanter, de chercher à humilier des gens, de dire tu me la boucles, est-ce que tu as déjà mis les pieds dans un jet privé? Bon, franchement, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus d'argent, mais qui sont très discrets et qui savent être polis. Nous touchons à la fin de cette émission et la dernière question, c'est qu'est-ce que vous lui souhaitez? Après, je ferai le tour de table. Qu'est-ce que vous souhaitez à Jean-Pierre Abou-Belinga à la suite de son inculpation? Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Oui. D'être un peu plus humble. Bon, qu'est-ce que je veux lui souhaiter? C'est que, vous savez, il y a un truc que je remarque, c'est tous ceux qui font un tour là-bas. Quand vous allez, faites seulement un tour à une belle ou une visite, vous ne serez plus la même personne. Ça, je vous dis. La misère que vous verrez là-bas va vous faire changer la vie. Et quand vous aurez problème avec quelqu'un dehors, vous allez dire, allons d'abord négocier. Donc, et puis, vous avez autre chose. Ceux qui vont là-bas finissent par dire qu'ils ont rencontré Dieu. Donc, je me dis, ce que je lui souhaite, c'est qu'à sa sortie de là, qu'il soit l'homme qui doit être un homme loi. Comme chez nous, les écarts, on dit, celui-là qui est le protecteur, celui-là qui montre le chemin, et celui-là qui est là pour montrer la bonne voie. Qu'il arrête un peu d'être extravagant, arrogant et un peu irrespectueux, mais qu'il revienne vraiment à des fondamentaux de ce que c'est qu'un chef. C'est tout ce que je lui souhaite. Merci. Maître Chevaux, qu'est-ce que vous souhaitez à M. Jean-Pierre Abou-Belinga? C'est vrai que je ne le connais pas personnellement. Je lui souhaite une bonne santé, que sa famille l'assiste, parce que la loi dit que les personnes détenues ont besoin d'être assistées, qu'on fasse à manger, qu'on s'occupe de lui. C'est tout ce que je lui souhaite, une bonne santé et aussi de beaucoup prier. C'est tout. Madame Henriette Ekwe, qu'est-ce que vous souhaitez à Jean-Pierre Abou-Belinga? Peut-être déjà un peu modeste. Bon, comme dit Charles, lui, il va certainement rencontrer Dieu là-bas. Comme tous les prisonniers, dès qu'ils arrivent, ils réclament la Bible et ils en sortent un peu plus humbles. Je crois que ça lui fera du bien. Maintenant, s'il a touché au sang de Martinez, je lui souhaite le sort qu'on réserve à celui qui a tué. Voilà. Mais s'il est innocent... Amandine Bonny, qu'est-ce que vous souhaitez à Jean-Pierre Abou-Belinga? En tant que journaliste, honnêtement, je ne me trouve pas la capacité de lui souhaiter quoi que ce soit. Ce que je souhaite dans le cadre de cette affaire, c'est que tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans l'assassinat du confrère et de l'aîné Martinez Zogo reçoivent le traitement qui leur est dû. C'est tout. J'ai oublié quelque chose. Bien sûr. Il paye bien ses employés. Les salaires sont bons et au moins ça, il n'a pas donné de salaire de misère aux journalistes par rapport à ses confrères, directeurs de médias. Merci pour cette précision, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et pour rappel, ce 4 mars, Jean-Pierre Abou-Belinga, influent homme d'affaires et patron d'un groupe de médias, a été arrêté. Nous faisons le point ce soir avec les différents panélistes que vous avez pu voir sur ce plateau autour de la thématique Martinez Zogo, un assassinat pas comme les autres. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour une autre édition de cette émission sur votre chaîne Dash Media, la voix de l'Afrique. Excellente suite des programmes. Au revoir.